bonjour à tout le monde. Alors, comme Isabelle vient de vous le dire, Marc travaille donc son sujet de thèse, de doctorat, sur l'incidence du fait divers sur l'élaboration de la loi pénale. Un sujet de thèse que je lui ai proposé. L'objet de la recherche étant de vérifier, et on y reviendra à l'occasion évidemment de cette intervention, de s'interroger sur ce qui est presque devenu aujourd'hui un adage, à savoir un fait divers, une loi. Alors c'est cette hypothèse, c'est cela qui est donc interrogé, et Marc travaille sur cette question-là depuis 4 ans, donc c'est lui et pas moi. C'est lui qui est devenu le spécialiste de cette question. Donc ce que l'on vous propose ce soir, c'est finalement moins un dialogue. Les étudiants qui ont fait criminaux, victimaux à Poitiers savent qu'on pratique beaucoup les cours à double voix, hein, on est beaucoup dans le dialogue. Ce soir, non, c'est ce qui fait nuit maintenant déjà là, donc cet après-midi on va pas être dans le dialogue, ce sera pas véritablement une intervention à double voix parce que c'est d'abord la voix de Marc que vous allez entendre, ce sont ses travaux à lui, les résultats de ses premières recherches qu'il va vous présenter. Et comme tout travail scientifique, hein, ceux-ci doivent rester personnels à leur auteur, c'est lui l'auteur, en sachant qu'il n'a pas encore publié les résultats, donc c'est une avant-première ce soir. On vous demande d'être discret, hein, de ne pas publier ça, parce que ce serait dommage que vous publiez à la place de Marc, qui n'a pas encore publié ses propres recherches. Donc on reste dans l'intime, si vous le voulez bien. Alors cette question du lien entre faits divers et loi est souvent mise en avant. C'est son hypothèse de travail sur ma proposition, mais il y en a bien d'autres qui réfléchissent à cela, et le président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Bruno Cotte, qui est parallèlement aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'est aussi interrogé sur cette question dans une allocution qu'il a prononcée en 2020. Allocution sur, je cite l'intitulé, « L'influence de l'émotion et de l'opinion dans la loi pénale ». Dans cette intervention, il y soutient que ça fait à peu près depuis 40 ans, donc il fait remonter les choses au début des années 1980. Il soutient donc que depuis 40 ans, les lois se multiplient à un rythme effréné parce qu'elles sont devenues essentiellement réactives. Je cite à la lettre un petit extrait. Il écrit donc « En grossissant à dessein le trait, on pourrait presque soutenir que tout fait divers traité dans un journal de 20 heures est aujourd'hui virtuellement une loi. Il faut, mais il suffit, que ce sujet suscite la compassion, la passion ou l'indignation pour qu'aussitôt les responsables politiques jugent qu'il s'impose de prendre sans délai en considération l'émotion qu'il s'exprime, de la relayer en déposant un projet ou une proposition de loi et de donner à ce texte la priorité dans le calendrier parlementaire. » Alors c'est cette immédiateté, en même temps que cette systématicité que dénonce ici Bruno Cotte, qui mérite effectivement d'être interrogée, parce que, a priori du moins, faits divers et loi ne devraient pas se rencontrer. Si on réfléchit 30 secondes, le fait divers s'inscrit dans l'immédiateté et est souvent anecdotique, alors que la loi s'inscrit dans le temps long et se doit d'être générale. Comment l'un et l'autre donc se rencontrent-ils? Comment et pourquoi un fait divers devient un déterminant, peut-être même parfois le déterminant de la création législative? C'est donc ce que nous allons essayer de comprendre avec Marc ce soir. Mais encore faut-il au préalable, et pour bien se comprendre, se mettre d'accord sur les termes de l'intitulé de cette intervention. Législateur d'abord. Alors, législateur, a priori, ça ne pose pas de problème, mais je préfère quand même donner quelques précisions parce que peut-être l'entend-on dans un sens un peu plus large que communément. Le législateur, c'est évidemment, vous le savez bien, le pouvoir législatif, donc les députés, les sénateurs, ceux qui votent les lois. Mais on va élargir un tout petit peu
en incluant dans le terme des législateurs, si vous le voulez bien, également le pouvoir exécutif, le gouvernement. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en même temps, il y a deux raisons qui le justifient, pour ce soir en tout cas. D'abord parce que le gouvernement peut lui aussi être à l'origine d'une loi, on parle des projets de loi, et puis parce que le gouvernement est celui qui va permettre la mise à exécution et donc l'application d'un certain nombre de lois, en tout cas, une fois qu'elles sont votées, en tout cas pour celles qui supposent les décrets d'application. Avec cette précision que ce soir, on ne parlera que du législateur pénal, ce qui est déjà un champ énorme, et on ne s'intéressera qu'à la loi pénale, au lien entre faits divers et législation pénale. On n'ira pas sur d'autres champs disciplinaires que le pénal. Le législateur, donc, reste à définir le terme de fait divers, et là, c'est plus difficile à appréhender, une expression qui est certainement plus compliquée à circonscrire. Alors, dans la collection des petits bouquins que vous connaissez tous, les Que sais-je, il y a un volume sur le fait divers. Et l'un des premiers constats de son auteur, c'est, je le cite, qu'il n'y a pas d'unanimité autour de sa définition. Qu'est-ce qu'un fait divers? Comment le repère-t-on? Comment identifie-t-on ce qui fait un fait divers? Quels sont les éléments, en d'autres termes, qui sont nécessaires pour faire fait divers? Eh bien là, je vais tout de suite laisser la parole aux spécialistes en sachant, parce que je connais quelques réponses quand même, évidemment, je suis la directrice de thèse, en sachant que je crois qu'il y a quand même 4 éléments pour qu'il y ait fait divers. Alors oui, exactement. La première, c'est que le fait divers, c'est une rubrique journalistique. Donc pour qu'un événement soit qualifié de fait divers, il faut nécessairement qu'on retrouve un lien avec les médias. Deuxièmement, au niveau de la thématique, le fait divers serait le classement de l'inclassable, le rebut inorganisé des nouvelles informes, selon Roland Barthes. Cela signifie que se classent ici toutes les informations qui ne trouvent pas leur place dans une autre rubrique du journal, donc l'actualité internationale, la politique ou la rubrique culturelle par exemple. Donc son domaine peut être très varié. Mais nous retrouvons tout de même un élément commun à tous ces faits, c'est la transgression d'une norme. Et cette norme, elle n'est pas forcément juridique, elle peut également être naturelle ou encore morale. Dans un troisième temps, le fait divers impliquerait une mémoire extrêmement courte. Donc ça, c'est contestable parce que parfois les faits divers sont feuilletonnés, surtout quand l'auteur est dans un premier temps inconnu. Oui, je crois que je suis assez d'accord avec ça, avec ce que tu viens de dire. Ce troisième temps, ce troisième élément qui tient à la mémoire courte est en effet contestable, et je pense que vous pouvez tous nous suivre là-dessus parce que vous connaissez tous l'affaire du petit Grégory. D'ailleurs, pour ceux qui étaient à l'intervention d'avant, il en a été question. C'est une affaire qui a eu lieu, on s'en souvient, dans les années 1980. Une affaire qui ressurgit à intervalles réguliers dans la presse. Je pense que pour tout le monde, cette affaire du petit Grégory est bien un fait divers, et pourtant là, on s'inscrit dans une mémoire longue. Donc ça, c'est peut-être pas un élément tout à fait sur lequel tout le monde s'accorde, en tout cas. Ok, et leur quatrième élément? Historiquement, on considère que le fait divers se suffit à lui-même. Roland Barthes disait « Il n'y a point besoin de connaître rien du monde pour consommer un fait divers ». Donc cela signifierait qu'il n'y aurait besoin d'aucune information supplémentaire pour comprendre le fait divers. Or, ce point nous semble également contestable parce que pour comprendre la médiatisation de nombreux faits divers, il est nécessaire de saisir le contexte dans lequel il s'inscrit. Il est acquis aujourd'hui que les journaux insistent sur des séries de faits divers semblables. Or, pour comprendre les réactions suscitées par le nouveau fait divers, il est alors nécessaire d'avoir à l'esprit les faits divers précédents. Et de même, la structure du fait divers n'est pas forcément fermée. De nombreux faits divers mettent en scène des personnes connues du grand public. Et donc il faut avoir la connaissance de la célébrité de la personne pour comprendre l'intérêt de l'information. Et là, on pense notamment à l'affaire Palmade. L'accident provoqué par le comédien n'aurait pas été repris par la presse nationale si le conducteur n'était pas une personne connue du grand public. Et ce retentissement médiatique, il s'explique par la fascination du lectorat pour la mise en scène de personnages extraordinaires dans des situations plus ordinaires. Alors, si on fait le bilan de tout ça, et pour ce soir, quelle définition on retient du fait divers pour que tout le monde nous suive après?
Donc, nous avons défini le fait divers comme un événement transgressant une norme, ayant un écho médiatique, ainsi que ses potentiels prolongements judiciaires. Cette définition nous permet de prendre en compte les conséquences politiques du fait divers. Ces conséquences étaient déjà mises en avant dans le Que sais-je, quand les auteurs expliquaient que le fait divers joue sur l'émotion et la peur, et par là peut contribuer à justifier certaines régulations répressives. Alors on va procéder par le biais d'un certain nombre de questions. Vous avez compris, hein, je suis celle qui pose les questions et Marc répond. Peut-être première série de questions, est-ce qu'on peut considérer qu'absolument tout fait divers, maintenant qu'on a la définition, tout fait divers peut retenir l'attention du législateur? Alors non, tous les faits divers ne retiennent pas l'attention du législateur. Pour prendre un contre-exemple récent, l'affaire surmédiatisée du petit Émile cet été dans un hameau des Alpes de Haute-Provence n'a pas retenu l'attention, n'a pas fait l'objet d'aucune réaction politique. Il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est qu'il y a un énorme mystère autour de cette affaire. On a peu de pistes, pas de corps, l'auteur est inconnu. Donc ça, c'est des éléments qui vont intéresser la presse parce qu'elle va pouvoir feuilletonner, tenir en haleine le public. Mais par contre, pour les politiques, c'est moins intéressant, car ils ne peuvent pas apporter de solution face à autant d'éléments inconnus. Et en plus de ça, le contexte dans lequel intervient un fait divers est important. En l'occurrence, il est intervenu en plein été, pendant les vacances parlementaires, donc le personnel politique n'était pas forcément disponible pour réagir devant les médias. Alors, au-delà de cet exemple précis, et puisque tu dis qu'il n'y a pas de systématicité, est-ce que tu peux nous aider à comprendre pourquoi tel fait divers emporte une réaction et pourquoi tel autre non? Quelles sont les caractéristiques de celui qui fait réaction politique? Alors, il y a 4 caractéristiques qu'on a identifiées pour une réponse du législateur à un fait divers, parce qu'en effet, la réponse du législateur, elle n'est pas liée au hasard. Ce n'est pas des faits divers pris au hasard qui font que le législateur réagit. Donc, la première d'entre elles, c'est que le fait divers doit avoir lieu en France. Il est très rare que le législateur intervienne après un fait divers commis à l'étranger. Les quelques contre-exemples sont des événements d'une ampleur internationale tels que le 11 septembre ou encore l'escroquerie organisée par Bernard Madoff qui a eu des conséquences mondiales. Alors ça, à mettre en lien, hein, c'est le fait que le fait divers doivent être commis en France pour emporter réaction politique, c'est vraiment à mettre en lien avec la première caractéristique que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la rubrique journalistique. On voit bien, ça correspond, je ne sais pas, moi j'ai appris ça à l'occasion de cette thèse, mais cette règle journalistique dite du mort au kilomètre. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette règle de journalistique dite du mort au kilomètre, c'est cette idée qu'un décès survenu à proximité présenterait, je le dis au conditionnel quand même, hein, volontairement, mais présenterait finalement plus d'intérêt pour le lecteur que 10 000, 100 000 morts, mais beaucoup plus loin, sans même parler à l'autre bout du monde. Donc il y a cette idée, hein, si j'ai bien compris, de ce qu'on pourrait appeler la loi de proximité, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est le même esprit, et en fait le législateur, il estime que l'opinion publique est plus interpellée par un fait divers proche de chez elle qu'à l'étranger. Elle se sent plus concernée par ce fait divers. En fait, c'est un peu se poser la question de « et si c'était nous ?» Donc ça, c'est première caractéristique. Deuxième caractéristique? Alors, il faut que la criminalité dont le fait divers fait mention sorte de l'ordinaire, dans le sens où elle ne doit pas être l'objet d'un contentieux massif devant les juridictions. On constate qu'il n'y a pas de prise de parole politique après un braquage, par exemple. Par contre, il y en aura toujours après le meurtre d'un policier ou le viol suivi du meurtre d'une jeune femme, car ce sont des situations, et heureusement, beaucoup plus rares, et il n'y a ainsi pas de phénomène d'accoutumance à ces faits qui, d'après les politiques, peuvent être exploités à chaque fois. Ok. Troisième caractéristique? La victime ou l'auteur peuvent avoir un intérêt politique en fonction de ce qu'ils représentent. Pour les victimes, il faut qu'elles représentent soit l'innocence, soit qu'elles soient victimes dans le cadre professionnel. Alors, pour l'innocence, ça va être principalement les enfants et les femmes, souvent soit jeunes, soit très âgés. Et au niveau professionnel, on constate un intérêt particulier des législateurs pour les fonctionnaires, notamment les policiers, mais ça peut également être d'autres professions telles que les enseignants et pris pour cible dans le cadre scolaire. Et là, on pense
notamment à la grande émotion qui a suivi l'assassinat de Samuel Paty, ou plus récemment à celui de Dominique Bernard, qui ont à chaque fois entraîné des réactions politiques extrêmement fortes. Donc ça veut dire, est-ce que tu peux dire qu'à l'inverse, si la victime a un casier judiciaire ou si la victime est un homme, à ce moment-là, le législateur ne réagit pas? Exactement. Il y a certains types de victimes qui ne présentent pas le bon profil pour que le législateur, pour qu'elles fassent l'objet de la compassion de l'opinion publique et du législateur. C'est ainsi, notamment dans le cas du trafic de drogue, et on peut penser à ce qui se passe régulièrement à Marseille, jamais les politiques ne vont réagir quand deux dealers s'entretuent. Par contre, on a vu que la réponse avait été complètement différente quand une femme avait pris une balle perdue. Et là, dès lors, ce fait divers a entraîné le déplacement du ministre de l'Intérieur sur place, ce qui n'arrive jamais habituellement. Donc des profils de victimes particuliers, tu viens de le dire. Est-ce qu'en parallèle, on peut imaginer qu'il y ait des profils d'auteurs aussi particuliers qui vont ou pas, du coup, entraîner une réaction politique? Oui, exactement. Pour les auteurs, c'est exactement la même chose. On retrouve des types d'auteurs pour lesquels le législateur réagit particulièrement. Et on pense ici notamment aux récidivistes. Alors pourquoi les récidivistes? Parce qu'ils renvoient au système pénal l'image de son échec. C'est en tout cas comme ça que le voit le personnel politique. Dominique Perben, ministre de la Justice en 2004, disait ainsi que lorsqu'une personne ayant commis une infraction pour laquelle une sanction a été prononcée par l'autorité judiciaire commet une nouvelle infraction, on peut considérer que l'intervention d'institutions judiciaires a failli. Or, au vu de cet état d'esprit, on comprend tout de suite pourquoi les récidivistes font autant réagir le législateur. Mais les récidivistes ne sont pas les seuls qui retiennent l'attention du législateur. C'est également le cas quand des faits divers mettent en scène des auteurs déjà connus du grand public. Ces derniers apportent alors la lumière sur leur affaire, ils choquent le public, et donc le législateur se sent obligé de réagir. Et on peut reprendre l'exemple de l'accident de la route de Pierre Palmade. En soi, un homme alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants qui cause un grave accident de la route, c'est un accident a priori tristement banal. Ça arrive régulièrement. Il a pourtant fait la une des journaux pendant plusieurs jours. Or, on peut penser que si ce n'est pas Pierre, mais Paul ou Jacques qui conduit, personne n'entend parler de cet accident en dehors du journal local. Et donc la dernière caractéristique? Il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'auteur particulier, pas d'auteur ou de victime particulière, mais des faits d'une intensité exceptionnelle qui attirent l'attention. On peut penser alors au feu de forêt de l'été 2003. Un feu de forêt, en soi, ça arrive tous les étés. Mais ceux de l'été 2003 ont été tellement intenses pour l'époque qu'ils ont marqué le législateur, qui a créé une circonstance aggravante pour les incendies de forêt ou de lande, dès lors qu'ils sont volontaires ou non. Dans un autre domaine, c'est le caractère insolite d'une distribution de billets de banque à des fins publicitaires à Paris qui, en tournant à l'émeute, a incriminé le législateur, a poussé le législateur à incriminer spécialement ce comportement. Et donc là, c'est le caractère insolite de cette affaire qui a poussé le législateur à réagir. Donc, si on fait un petit bilan, pour qu'il y ait réaction, il faut des faits divers qui sortent de l'ordinaire, non ordinaire, mais qui aient lieu en France, qui impliquent des personnes, auteurs et ou victimes particulières, on va dire, ou des faits divers donc non ordinaires en France qui soient entourés de circonstances inhabituelles. Ok. Et alors, à partir de là, est-ce que toutes ces caractéristiques doivent être réunies pour qu'il y ait réaction politique ou certaines d'entre elles seulement? Alors, c'est un outil de probabilité. En fait, ça ne veut pas dire que si tout est réuni, il y aura toujours une réaction, ou si à l'inverse, en l'absence d'une des caractéristiques, il n'y en aura jamais. Mais ça nous permet quand même d'avoir de forts indices sur la possibilité pour le législateur de réagir ou non. Donc si certaines cases sont cochées, il y a plus de chances que le législateur réagisse que si elles ne sont pas. Et alors, est-ce que les politiques peuvent réagir à un fait divers, mais autrement que par l'élaboration d'une loi? Oui, la réaction par l'adoption d'une loi, ce que j'appelle la réaction législative, n'est qu'une forme parmi d'autres de réaction politique. La réaction législative, c'est la forme de réaction politique la plus aboutie, dans le sens où c'est celle qui laissera le plus de traces, qui aura le plus d'effets en théorie au moins, car la loi elle est abstraite et s'applique à tous, et c'est aussi la réaction la plus visible et la plus symbolique. Mais c'est également la plus longue à mettre en place, et elle peut être abandonnée en cours de route. C'est par exemple le cas quand le président Hollande annonce à la suite des attentats du 13 novembre 2015 une réforme de la déchéance de nationalité.
et que finalement celle-ci est abandonnée après quelques mois au vu des critiques dont elle faisait l'objet. Ainsi, parfois, pour pallier ces inconvénients, le gouvernement privilégie une réaction moins importante. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelles sont les autres réactions politiques qui ne sont pas législatives? Alors, le gouvernement peut communiquer en rencontrant les familles des victimes. Ça permet de montrer sa compassion, éventuellement de faire des annonces. On se souvient que Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur puis de président de la République, était un spécialiste du procédé, ce que ne manquait pas de relever les journalistes et l'opposition politique. L'exécutif peut aussi orienter les moyens de la police sur une criminalité en particulier. Et c'est ce qui est arrivé cet été, après que 2 enfants aient été gravement blessés dans le cadre d'un rodéo urbain. Une consigne a été donnée à l'ensemble des forces de l'ordre pour renforcer les dispositifs anti-rodéo. Ainsi, pendant tout le mois d'août, les policiers ont mis particulièrement l'accent sur ce phénomène, permettant ensuite au gouvernement de communiquer sur des chiffres particulièrement flatteurs sur le sujet. Troisièmement, le gouvernement peut diligenter des missions d'inspection pour voir ce qui n'a pas fonctionné dans l'administration après un fait divers. C'est notamment ce qui s'est passé après le féminicide d'Hayange en 2021. Pour mémoire, c'était une femme qui avait déposé 2 plaintes au commissariat qui n'avaient pas été traitées. Et donc, ça avait fait scandale. Et le ministre de l'Intérieur avait demandé de diligenter une mission d'inspection pour comprendre ce qui avait dysfonctionné dans la chaîne pénale. Et enfin, le gouvernement peut également adopter une circulaire après un fait divers. C'est ce qui s'est passé après les manifestations d'octobre 2022 à Sainte-Soline dans le cadre de la contestation des méga-bassines. Une circulaire du 9 novembre, soit moins de 15 jours après la manifestation, a été adoptée par le ministre de la Justice et elle visait le traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre des contestations de projets d'aménagement du territoire. Elle était à destination de l'ensemble des ministères publics, mais on comprend bien que le ministère public de Niort était plus visé que les autres. Ok, donc une réaction politique qui existe, mais qui peut prendre plusieurs formes, que j'appellerais plus ou moins ostensibles, voire démonstratrices, ou démonstratives. Et en même temps, et j'y reviens, on en parlait tout à l'heure, on entend quand même souvent, on lit aussi souvent cette espèce d'adage, un fait divers, une loi. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que cet énoncé, que je vais appeler assez récurrent, presque mathématique, est-ce que c'est finalement une vraie réalité? Son ampleur est plus limitée que ce qu'on aurait pu postuler à première vue. Entre 2000 et 2022, le législateur a utilisé 91 fois un fait divers pour justifier une modification de la loi. Donc en 22 ans, 91 fois un fait divers, tu viens de dire. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a 91 lois qui sont la conséquence d'un fait divers? Alors non, car en fait, tous les faits divers ne sont pas en relation avec une loi entière. Certains ne sont à l'origine que d'un seul article de la loi. Et à l'inverse, est-ce qu'une même loi peut faire écho à plusieurs faits divers? Oui, du coup, parfois, plusieurs faits divers sont à l'origine de plusieurs dispositions au sein d'une même loi, mais sans qu'il y ait de lien entre les différentes dispositions. Le record, entre guillemets, est détenu par la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire en 2021. 6 faits divers différents ont été utilisés pour justifier différents articles de la loi. Ainsi, un article est en lien avec l'affaire des Fadettes, dans laquelle des magistrats avaient épluché les relevés téléphoniques de plusieurs avocats, notamment d'Éric Dupond-Moretti, qui est ensuite devenu ministre de la Justice. Et c'est d'ailleurs l'origine de l'affaire qui lui vaut d'être aujourd'hui jugé devant la Cour de justice de la République. Et à la suite de cette affaire, le secret professionnel de l'avocat a été renforcé. Et un autre article de la même loi est en lien avec l'affaire Lelandais, l'homme qui a tué plusieurs personnes dans les Alpes en 2017. Et à la suite de son procès en assises, une modification des peines prononçables par les cours d'assises a été adoptée par le législateur. Donc on voit que dans la même loi, on a 2 faits divers complètement différents qui renvoient à deux éléments du droit pénal complètement différents. Ainsi, si au total, nous avons 91 faits divers qui ont influencé les législateurs, seules 62 lois sont concernées par ce phénomène sur les 231 qui ont modifié le code pénal ou le code de procédure pénale au XXIe siècle. Ok, donc là, tu énonces 3 chiffres, 91 faits divers, 62 lois sur 231. Pour tout le monde, là, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces chiffres?
La première impression, c'est qu'un fait divers est régulièrement mentionné. 91 faits divers en 22 ans, ça signifie qu'un fait divers tous les 3 mois en moyenne est utilisé par le législateur. Au niveau des lois, on est sur une loi sur 4 qui comprend au moins un article en lien avec un fait divers. Et pour les lois pénales importantes, c'est quasiment systématiquement le cas. Toutefois, il faut quand même relativiser ces chiffres pour 2 raisons. La première, c'est que la production normative est importante. En moyenne, les codes pénaux sont modifiés légalement tous les 36 jours en France depuis 2000, sans compter les modifications réglementaires, c'est-à-dire les décrets. Et deuxièmement, comme nous l'avons dit, tous les faits divers ne concernent pas une loi entière, mais parfois seulement un seul article dans une loi de 150 articles. Ainsi, selon nos estimations, seuls 14% des articles de loi modifiant un code pénal sont influencés par un fait divers. Donc si on retient 14%, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas sur un phénomène aussi massif qu'on veut bien le dire. Exactement. Et en plus de ça, sur les 14%, il faut relativiser ce chiffre, car certaines dispositions auraient de toute façon été adoptées, même sans le fait divers. Certains faits divers ont donc un rôle mineur dans la prise de décision politique, et sont seulement là pour illustrer la situation combattue. C'est ainsi le cas de la loi sur la haine en ligne qui a été adoptée en 2020, et elle fait référence à l'affaire de la Ligue du LOL. C'est un groupe de journalistes harceleurs sur Twitter. Cette affaire est citée car elle intervient au moment de la rédaction de l'exposé des motifs. Mais le phénomène, il est bien plus général que ça, et cette affaire n'a pas du tout pesé sur les débats parlementaires. Dans d'autres cas, le fait divers permet de faire adopter une réforme voulue par certains, mais rejetée par d'autres. Il permet alors seulement de déclencher la réforme. L'exemple le plus marquant, c'est l'adoption de la rétention de sûreté en 2008. Il s'agit de l'enfermement de personnes considérées comme dangereuses une fois leur peine purgée, et cela remet en cause un fondement du droit pénal, car la personne n'est pas enfermée pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une personne que l'on considère comme dangereuse. Mais en 2008, ça faisait 3 ans que la droite au pouvoir débattait de l'opportunité de créer cette mesure. Et c'est le viol d'un enfant par un récidiviste en 2007, l'affaire Évrard, qui a été l'occasion de faire accepter la mesure dans l'opinion publique et au Parlement, malgré les atteintes aux droits fondamentaux qu'elle entraîne. Ouais, je crois que sur ce fait divers qui déclenche simplement la réforme, tu pourrais aussi penser, alors on y revient, hein, c'est encore l'affaire Palmade, c'est la 3e fois qu'on la cite, mais elle est emblématique de plusieurs choses. Cette affaire Palmade, à la suite de laquelle il a été annoncé la création d'une nouvelle incrimination, vous en avez peut-être entendu parler, de cet homicide routier. Le ministre de l'Intérieur s'est servi de cette affaire pour communiquer sur cette création, mais la réalité, c'est que cette création, elle était déjà dans les tuyaux, et que même sans cet accident-là, cette infraction aurait pu naître de toute façon. Hein, donc ça pourrait être ajouté à cette liste. Oui, exactement. Et en fait, sur cette incrimination, il y aurait juste eu moins de communication autour de ce nouveau délit. Alors évidemment, la question importante, peut-être la question qui fâche aussi, mais une thèse c'est fait aussi pour fâcher des fois, hein. La question importante, c'est celle de l'utilité ou de l'opportunité, non pas l'opportunité, pardon, l'utilité, l'intérêt juridique de ces dispositions législatives qui sont adoptées en conséquence d'un fait divers préalable. Autrement dit, ces lois faits divers, je vais les qualifier comme ça, est-ce qu'elles sont effectivement utiles? Encore une fois, ça va varier selon les situations. Dans certains cas, on comprend tout de suite que l'intérêt est uniquement symbolique. Et on peut en donner 2 exemples complètement différents. Tout d'abord, dans le cas de la vaccination contre le Covid, vous vous souvenez que certains centres de vaccination avaient été dégradés, voire détruits par des incendies. Et immédiatement, le législateur a voulu réagir. Il a créé pour cela une nouvelle circonstance aggravante, sanctionnant la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à la vaccination. Or, cette circonstance aggravante, elle est purement symbolique, car elle protège des centres de vaccination qui ont été fermés à la fin de la campagne de vaccination, et en fait, le temps que la loi entre en vigueur, presque les centres étaient déjà fermés. Mais la circonstance aggravante, elle subsiste dans le code, donc elle marque en fait cette période. Dans d'autres situations, les peines sont augmentées, mais sans lien avec la répression effective de l'infraction.
À la suite du piratage de la chaîne TV5 Monde par des hackers en 2015, des parlementaires ont proposé d'augmenter les peines d'amende en cas d'atteinte à des systèmes de données. Donc, le système de données, c'était ce qu'était la chaîne de télé, mais c'est également un terminal de carte bleue ou encore le réseau Wi-Fi ou Internet. Ils ont fait passer les peines d'amende encourues de 75 000 à 150 000 euros. Or, cette augmentation des quantums n'a pas d'intérêt, car les peines prononcées en moyenne par les juridictions sont de 1 500 euros. Ok, donc effet symbolique parfois. Est-ce qu'on peut même aller plus loin? Est-ce que tu as trouvé des exemples de lois votées à l'initiative, hein, sur la base d'un fait divers initial, mais dont le contenu, au bout du compte, est sans lien avec ce fait divers? Alors oui, les effets inattendus de certaines lois, ou en tout cas inexpliqués au départ, sont assez courants. Et on peut, un des exemples les plus importants au niveau quantitatif est lié à une loi de 2010 sur les violences de groupe. Cette loi, elle a créé l'infraction d'attroupement en vue de commettre des violences. L'objectif était de combattre les violences commises dans le cadre de rivalités entre bandes, tout en arrêtant les individus dès lors qu'ils se rassemblaient avant même qu'ils aient commencé à commettre des agressions ou des dégradations. Le contexte de cette adoption, c'est l'intrusion dans un lycée d'une bande de jeunes qui sont allés agresser du personnel et des élèves de ce lycée dans le cadre d'une rivalité entre deux bandes de la région parisienne. Et en fait, cette infraction, elle est utilisée bien au-delà du contexte dans lequel elle a été créée. Elle a largement servi dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites pour justifier la garde à vue de personnes se trouvant aux abords des manifestations, sans forcément d'ailleurs que ces personnes soient en lien avec celles-ci. C'est ainsi sur la base de cette incrimination qu'ont été arrêtés 2 lycéens autrichiens en voyage scolaire parce qu'ils se trouvaient aux abords d'un rassemblement contre la réforme des retraites en mars 2023. Donc de telles utilisations d'infractions créées à la suite de faits divers sont problématiques sur le terrain de la protection des droits fondamentaux. Bon, tout ça c'est bien négatif. Est-ce qu'il y a des effets des lois faits divers ou des effets des faits divers sur les lois que tu juges positifs? Alors oui, ça c'est des effets qu'on aborde très peu, auxquels on ne pense pas quand on pense aux faits divers, à l'influence du fait divers sur la loi, mais j'ai constaté que ce que j'appelle des faits divers retour d'expérience. Il arrive qu'une affaire révèle un vrai manque ou une vraie malfaçon de la loi, et donc que le législateur, à la suite de ce fait divers, modifie la loi pour, en quelque sorte, l'améliorer. Et là, je vais vous donner un exemple de 2001, où 3 détenus se sont évadés d'une prison corse à l'aide de faux fax, apparemment signés par un juge demandant leur libération, mais en fait fabriqués par des complices. Donc, ils sont libérés par l'administration pénitentiaire, et la supercherie est découverte quelques jours plus tard, quand le vrai juge a demandé à les entendre, et qu'ils n'étaient plus à la prison. Donc, ils n'ont pas pu être poursuivis pour évasion, car en fait, en 2001, l'incrimination d'évasion impliquait nécessairement soit de la violence, soit une effraction, soit de la corruption. Or, eux, ils sont sortis uniquement par la ruse. Ainsi, à la suite de cette évasion, la condition de violence, effraction ou corruption a été supprimée et désormais, peu importe le moyen, le fait pour un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis est punissable. Bon, donc tu es pour la répression de l'évasion, en fait, hein, c'est bien ça. Ok, bien, merci beaucoup Marc pour tous ces éclairages. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bon, on va discuter ensemble, je pense, hein, c'est aussi l'objet de ces rencontres. Peut-être ce qu'on peut retenir, en tout cas pour l'instant, c'est que ce lien de cause à effet fait divers sur la loi, il existe, hein, ce lien existe, mais sans doute pas dans des proportions que l'on veut bien mettre en évidence le plus souvent, donc un lien qui est sans doute assez volontiers grossi, et un lien qui existe, mais dont les effets ou dont les impacts sont extrêmement variables entre utilité réelle. Alors évidemment, tout ça c'est subjectif, hein, c'est ton point de vue, bien évidemment, mais des effets positifs et des effets purement symboliques, voire des effets nuls, finalement, hein, quand il n'y a plus de lien. En tout cas, merci beaucoup à toi et merci beaucoup à vous. Vous
vous avez le spécialiste de la question devant vous, c'est le moment de lui poser des questions. Bon, merci. Est-ce qu'il y a des faits divers qui n'ont aucune conséquence législative? Alors oui, ça arrive. Il y en a même plusieurs. Des fois parce que la disposition rajoutée en fait était déjà prévue par les codes. Et là, je pense notamment à deux faits divers. L'un où, à la suite de la mort de 2 inspecteurs du travail qui ont été tués dans le cadre de leur fonction, le législateur a souhaité sanctionner, en tout cas montrer qu'il portait une attention particulière à cette profession en les ajoutant à la liste des personnes susceptibles d'être menacées dans le cadre de leur fonction. Donc les inspecteurs du travail, les menaces, si ce ne sont pas des menaces mortelles, ne sont sanctionnées qu'envers certaines professions. Les menaces de commettre un crime ou un délit. Et les inspecteurs du travail ont été rajoutés à cette liste. Or, ils étaient déjà compris dans la liste, car la liste n'était pas fermée, mais comprenait toute personne qui avait une autorité publique. Et donc l'inspecteur du travail en faisait partie. Donc là, clairement, on a juste rajouté un terme à la loi sans du tout modifier le fond de l'article. Et après, j'ai un deuxième exemple qui est un peu plus complexe, mais en fait, ce qui est intéressant, parce que c'est une erreur du législateur. Le législateur voulait, à la suite de l'affaire Marina, permettre au juge pénal de retirer la garde, de retirer l'autorité parentale aux parents qui commettaient des maltraitances envers leur enfant, même si l'enfant victime des maltraitances était décédé. Parce qu'en fait, la loi ne permettait pas, pour le juge pénal, c'était possible après au niveau du juge des enfants, mais la loi ne permettait pas au juge pénal de statuer sur les autres enfants du couple dès lors que l'enfant qui était victime de la maltraitance était décédé. Et en fait, la loi a été mal rédigée et telle qu'elle a été écrite, on revenait à la situation qui existait auparavant. Donc là, on n'avait rien changé, on a rajouté du texte au code sans modifier la situation pour les juridictions. Donc ça arrive plusieurs fois. Alors, la question est qu'est-ce qu'on observe après les attentats terroristes? Alors, là, c'est très intéressant parce qu'au niveau des attentats terroristes, toutes les lois antiterroristes sont réactives. C'est-à-dire que jusqu'en 2017, toutes les lois antiterroristes sont la réaction à un attentat qui a eu lieu soit en France, soit dans un pays occidental. Et il y a une modification à partir de 2017, en fait à partir des attentats du 13 novembre 2015, dont la loi qui réagit à ces attentats date de la fin 2016. Et depuis cette date, il y a une modification. Avant cette date, il y avait une réaction systématique du législateur qui passait par l'adoption d'une nouvelle loi antiterroriste. Depuis cette date, on voit que la réaction du législateur évolue pour essayer déjà d'anticiper les sorties de prison. Donc là, on est plus sur une loi proactive que réactive. Et il y a moins de réactions systématiques pour des attentats qui, avant les atrocités du 13 novembre 2015, auraient semblé majeurs et qui maintenant, au vu de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, ont une importance médiatique moindre que ce que c'était le cas avant. Est-ce que le traitement médiatique d'un fait divers a une influence sur les législateurs? Oui, bien entendu, parce que c'est ce que je disais au tout début, c'est que sans traitement médiatique, on ne serait déjà plus sur un fait divers. Donc il y a certaines affaires dont j'ai eu connaissance, où au départ, je considérais que c'était des faits divers, et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas traiter ça de faits divers, puisqu'il n'y avait pas de lien avec les médias. Donc le législateur avait connaissance de ces événements en dehors de la presse. Donc
ça dépend des situations, mais parfois par le biais de leur retour en circonscription. D'autres fois, on pouvait penser que c'était lié à des lobbies qui faisaient remonter certains éléments. Et plus la presse va en parler, plus il y a de chances que le législateur s'en saisisse. Mais il n'y a pas de systématicité entre les deux. Il peut y avoir des faits divers qui sont traités par le législateur de manière très importante, par la presse de manière très importante, sans que le législateur y réagisse, et cela pour différentes raisons. Vous pouvez y aller, je vous entends quand même. Bonjour. Je me demandais si vous aviez observé ou étudié une différence de traitement des faits divers en fonction des différents bords politiques ou partis politiques et sur la nature des faits divers qui étaient utilisés par ces différents partis. Merci. Alors, en effet, c'est un élément très intéressant. Déjà, on a commencé par déconstruire une idée reçue, c'est que peu importe la législature, peu importe la majorité au pouvoir, les faits divers sont utilisés de tout temps. C'est-à-dire qu'un des postulats, c'était notamment qu'on trouverait plus de faits divers entre 2007 et 2012, par exemple, qu'entre 2012 et 2017. Mais ça, c'est faux. On a trouvé plus de faits divers entre 2012 et 2017 qu'entre 2007 et 2012. Après, en effet, sur la nature des faits divers, au niveau quantitatif, on trouve des différences entre ce qui a été les faits divers auxquels réagissait la droite ou la gauche quand ils étaient au pouvoir. Oui, il y a des différences. Et après, ça dépend aussi du contexte national. Pendant la période des attentats terroristes, on a eu énormément de réactions législatives liées au terrorisme. Du coup, pour rebondir sur ce que disait le monsieur aussi, est-ce qu'il y a aussi une différence de traitement en fonction de la victime de ces faits divers? Alors oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que le législateur va réagir pour certaines victimes ou pour certains auteurs. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on se rend compte que ça ne veut pas dire que dans les faits divers pour lesquels se saisit le législateur, il n'y a jamais d'homme. Ça veut juste dire, c'est juste que si jamais le législateur veut réagir à un fait divers on retrouve des faits divers pour lesquels la victime est un homme. C'est juste que le législateur ne va pas centrer son point de vue sur la victime dans ce cas-là. Il va la centrer sur un autre élément, potentiellement l'auteur. Et là, je pense notamment à un fait divers qui a eu lieu à Grenoble, où une personne qui est sortie de l'hôpital psychiatrique sans autorisation a tué une personne. Et en fait, on a centré sur l'auteur, sur le malade mental qu'il fallait soigner. Et donc, on a axé la loi sur cette personne et non pas sur la victime. Bon, déjà, je voulais vous remercier pour cette intervention et j'avais une question de méthodologie, une question d'un chercheur à d'autres chercheurs. Je me demandais comment est-ce que vous aviez fait méthodologiquement pour identifier ce qu'était un fait divers et son influence dans la loi, parce qu'en vous écoutant, je pensais par exemple, quand vous avez évoqué la question de la circonstance aggravante sur la dégradation de vaccins ou d'éléments servant à la vaccination, je pensais à la circonstance aggravante qui avait été ajoutée, je crois, 1 an plus tôt, c'était la dégradation d'un défibrillateur et de choses comme ça. Est-ce que, par exemple, la dégradation du défibrillateur, c'est pas une réponse à un fait divers, parce qu'il n'y a pas eu de fait divers sur ça? Et qu'est-ce qui fait que la dégradation de vaccins, c'est devenu un fait divers et du coup, une réponse au fait divers?
Alors, notre méthode repose uniquement sur les débats parlementaires. Pour être sûr que le législateur réagisse à un fait divers, nous ne sommes pas appuyés sur la presse, mais il fallait qu'on retrouve le fait divers dans la presse, mais il fallait surtout qu'on retrouve la mention du fait divers dans les débats législatifs. Donc notre méthode repose sur la mention du fait divers par soit le gouvernement, soit les parlementaires dans leurs projets de loi, leurs propositions de loi ou les rapports qui sont faits sur ces projets et propositions de loi. Et par rapport à la définition que nous avons établie du fait divers, il fallait qu'on puisse, à partir de ces documents législatifs, trouver un fait divers identifié. Alors ça arrive très, très souvent, hein, le fait divers il est mentionné, il est nommé, on a le lieu, la date, les faits, ou alors qu'il soit identifiable. C'est-à-dire le législateur, parfois, parce que ça vient de se produire, évoque des événements récents. Bon, les événements récents, il faut que nous puissions savoir de quoi il parle. Donc il fallait, pour que nous considérions que ce soit un fait divers, que nous puissions revenir sur ce fait divers précis dont il faisait mention en parlant d'événements récents dans la presse. Est-ce que quand c'est pas un fait divers, mais un phénomène de société, par exemple le cyberharcèlement, donc la Ligue du LOL c'était un exemple, mais est-ce que le harcèlement scolaire qui a entraîné du coup la création d'une infraction, est-ce que ça c'est un phénomène de société qui ne devient un fait divers que si c'est incarné par quelqu'un qui serait harcelé? Est-ce que le féminicide doit être incarné par un individu, ou est-ce que la notion de féminicide toute seule c'est pas un fait divers? C'est ce que je me demandais. Ouais, c'est ça, c'est exactement la différence entre les deux, et c'est là qu'on voit que la différence, elle est très ténue, parce que dans les situations que vous venez d'évoquer, que ce soit le harcèlement scolaire ou les violences conjugales, mais de manière plus générale, les violences intrafamiliales, le législateur, il ne va pas réagir à un fait divers. Il va s'appuyer sur des statistiques, il va prendre la situation de manière générale. Et c'est toute la différence entre ce que nous avons identifié comme fait divers et les phénomènes généraux. Et en fait, l'histoire de la loi sur la haine en ligne, c'est entre guillemets un accident, qu'on l'ait récupéré dans notre étude. Parce que pourquoi dans l'exposé des motifs la Ligue du LOL est évoquée? Uniquement parce que ça vient de faire l'actualité. Mais sinon, on est vraiment sur un phénomène général. Et cette différence, d'ailleurs, on verra qu'elle est très limitée. Ça explique qu'après la différence soit très limitée entre les dispositions qui sont en lien avec un fait divers et les autres. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je ne pensais pas qu'en venant à une présentation sur le fait divers, on parlerait d'attentats terroristes, mais en même temps, au vu de la catégorisation que vous faites, c'est tout à fait logique. Et du coup, j'aurais une question. On parle souvent de loi d'exception, de loi d'urgence. Vous l'avez même dit en réaction à un acte terroriste, le dernier en date étant l'assassinat d'un professeur. Avez-vous, dans votre étude, des exemples de retour en arrière? C'est-à-dire que une loi qui aurait été promulguée dans l'urgence, à l'issue d'un contexte qui s'apaise, on revient en arrière sur des dispositions, ou est-ce que le plus souvent ça s'inscrit durablement dans la loi? Alors non, on n'a vu aucun retour en arrière. Même, je n'ai pas d'exemple de disposition abrogée à la suite d'un fait divers. La seule disposition du code pénal qui a été abrogée à la suite d'un fait divers, c'est qu'en fait, elle a été déplacée dans le code de la sécurité intérieure. C'était lié à la notion de légitime défense des forces de l'ordre. Donc, de manière générale, on est sur un mouvement qui va de plus en plus loin dans l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment dans une politique sécuritaire de plus en plus importante. Et on n'a pas d'exemple de retour en arrière, mais en dehors du fait divers, même de manière générale, je pense, au niveau du droit pénal.
J'ai l'impression d'être en rendez-vous de thèse, là. Non, je disais, pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'une fois que la loi fait divers a été votée, que la disposition a été votée, Marc dit qu'il n'y a pas d'exemple de retour en arrière, donc d'une nouvelle proposition au projet de loi qui viendrait finalement abroger ce qui avait été créé à cause d'un fait divers ou du fait d'un fait divers. Mais on peut peut-être imaginer, je ne sais pas, c'est aussi une question, hein, je poursuis le questionnement, est-ce que ces dispositions qui n'apparaissent, est-ce qu'il y a eu des... Peut-être qu'on peut trouver des dispositions qui n'apparaissent plus effectivement utiles et donc dont les juges ne font plus application. C'est-à-dire que ça reste dans le texte, mais peut-être que les juges n'en font pas application. Alors oui, on va pouvoir trouver des dispositions qui... le problème des statistiques judiciaires, c'est qu'elles ne sont pas assez précises pour voir sur chaque infraction leur utilisation par les juridictions. Et des parlementaires et des membres de la doctrine vous diraient que même si une disposition pénale n'est pas appliquée, elle a encore un effet préventif, dans le sens où c'est peut-être parce qu'elle existe que le comportement n'est plus incriminé, n'est plus commis. Mais de manière générale, oui, il y a des dispositions qui n'ont jamais été ou qui ne sont pas appliquées. Et là, je pense notamment à l'incrimination d'outrage à l'hymne national, qui avait été adoptée en 2003, après que des supporters corses, lors de la finale de la Coupe de France 2002 contre Lorient, avaient sifflé la Marseillaise. En réaction, le Parlement avait adopté une nouvelle incrimination qui sanctionne l'outrage à l'hymne national. Bon, il n'y a jamais eu d'application de cet article. Mais sur des questions aussi importantes que le terrorisme ou que la question de la récidive, toutes les dispositions sont adoptées et ont des effets concrets sur les personnes qu'elles visent. Est-ce que vous avez pu observer dans vos recherches que le législateur aurait pu, entre guillemets, céder parfois à un engouement de l'opinion politique après un fait divers important? Céder, il assume, le législateur assume de réagir aux faits divers. Très souvent, le fait divers est mentionné dans les premiers mots de l'exposé des motifs ou des rapports parlementaires. Le législateur, notamment récemment, et je pense notamment à la loi sur les responsabilités pénales qui a suivi l'affaire Sarah Halimi, assume de dire la décision de la Cour de cassation a choqué l'opinion publique, nous devons réagir, nous devons modifier la loi, sans autre forme de justification que celle-ci. Après, de mon point de vue personnel, le législateur le fait en espérant obtenir un gain politique en réagissant aux faits divers, un gain en communication. Il n'a pas, s'il ne veut pas céder, il ne peut ne pas céder. Donc pour moi, c'est plus une volonté propre du législateur en pensant que ça sera bénéfique au niveau politique que vraiment céder à l'opinion publique. Oui, moi je me demandais, est-ce qu'il faut justement, enfin là comme vous parlez de l'affaire sur les responsabilités pénales, est-ce qu'il faut nécessairement que le fait divers soit suivi d'une décision de justice par la Cour de cassation ou une cour d'appel pour que ça fasse bouger la loi, ou est-ce que seul le fait divers lui-même peut faire changer la législation? Alors non, le fait divers souvent se suffit à lui-même. Et parfois, avant même une décision d'une juridiction, le législateur aura déjà modifié la loi. Et là, on pourrait reprendre l'affaire l'affaire Evrard, qui modifie le régime après la peine, qui crée une mesure de sûreté après la peine. Dès lors que les faits ont été commis et médiatisés, directement, le législateur a décidé de modifier la loi avant même que Francis Evrard soit jugé par une cour d'assises.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que cette législation de réaction finalement permet d'inscrire le droit pénal dans une actualisation par rapport à des faits de société ou même les faits divers d'ailleurs, ou est-ce que ça n'a même pas réussi à avoir cette finalité au final? Il y a une modification de la loi, donc forcément à chaque fois la loi va être actualisée. Après, est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement de politique criminelle, d'actualisation, de modernisation, vous voulez dire? Modernisation, pas forcément. Le mouvement de modernisation, il peut arriver, mais en fait, il va être justifié autrement. Et là, je pense notamment au happy slapping. C'était en 2007. Où plusieurs affaires de vidéos filmant des violences ont poussé le législateur à réagir. Sauf que dans cette situation, le législateur il ne s'appuie pas sur un fait divers, il dit bon, bah, voilà, on a une nouvelle technologie qui arrive, il y a une modification des pratiques, donc on va modifier la loi. Mais donc on n'est pas sur un fait divers, on est vraiment sur une adaptation aux nouvelles technologies. Donc le fait divers permet pas l'adaptation aux nouvelles technologies. Le législateur dans ce cas-là visera de manière beaucoup plus large la nouvelle technologie pour y réagir. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intervention très riche. Les faits divers suscitent un émoi et cette question m'a amené à réfléchir sur la place de l'émotion au sein du droit pénal. Est-ce que les juges aussi peuvent être influencés par un fait divers? Dans votre recherche, que vous allez traiter plus globalement en fait, le lien entre l'émotion et le droit pénal? Alors, nous, de notre côté, on s'est principalement intéressé au rapport entre la loi et le fait divers. Mais la question de l'influence du fait divers sur le juge, elle a été traitée par d'autres. Et je pense notamment à Bruno Cotte, qu'on citait tout à l'heure, qui donne des exemples de faits divers qui ont influencé la pratique des juridictions. Et notamment des juges d'instruction en matière de détention provisoire au début des années 2000, où, à la suite d'un fait divers, on a constaté une augmentation de la détention provisoire, parce qu'en fait, les juges, à la suite de ce fait divers, étaient beaucoup plus sévères dans les détentions avant jugement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Pas demain. Eh bien, merci tout le monde, merci à vous.